Chapitre 9. La théorie magnétique de l'amour. L'exploration des significations ultimes de la sexualité sera tentée plus loin. Pour l'instant, c'est à un domaine intermédiaire que nous nous attacherons, afin de mettre en lumière le substrat élémentaire de toute Eros. Pour ce faire, il nous faudra commencer par utiliser des notions de métaphysique, dans l'autre sens de ce terme, connaissance de la part hyperphysique, invisible, de l'être humain. Comme on l'a vu, ni le finalisme biologique, ni la pulsion génésiaque, ni l'idée autonome du plaisir comme but en soi n'expliquent l'éros. Au-delà de tout cela, celui-ci doit être considéré comme l'état provoqué directement par la polarité des sexes, de la même façon que la présence d'un pôle positif et d'un pôle négatif détermine le phénomène magnétique et tout ce qui est en rapport avec un champ magnétique. Tout ce par quoi l'on croit pouvoir expliquer ce phénomène magnétique élémentaire avec des références empiriques, matérielles ou encore simplement psychologiques présuppose en réalité ce phénomène et doit être vu comme un moyen de ce dernier, un moyen non seulement conditionné, mais presque toujours déterminé par lui. Il ne s'agit pas là d'un point de vue dérivant d'une bizarre cogitation personnelle. Cela correspond au savoir de vénérables traditions. On peut se référer par exemple à l'enseignement traditionnel extrême-oriental. Selon ce dernier, il suffit que deux individus de sexe opposé se fréquentent, sans même qu'il y ait entre eux un contact corporel, pour que s'éveille, dans l'être le plus profond de chacun, une énergie spéciale ou fluide immatériel, appelée Tsing. Celui-ci dérive de la polarité du yin et du yang, termes sur lesquels nous reviendrons et auxquels nous pouvons attribuer provisoirement le sens de principe pur de la sexualité, du féminin et du masculin. Cette énergie Tsing est une spécification de la force vitale la plus enfouie, Tsri, et croît en proportion du degré de sexualisation de l'homme et de la femme, du degré de yang et de yin présent chez l'un et l'autre en tant qu'individu. Cette force particulière magnétiquement induite a pour contrepartie psychologique l'état de vibration, d'ivresse diffuse et de désir propre à l'éros humain. L'apparition de cet état donne lieu à un premier déplacement du niveau courant de la conscience individuelle de veille. La seule présence de l'homme face à la femme suscite donc le degré élémentaire de la force Tsing et de l'état qui y correspond. Et il faut voir là, entre autres choses, le fondement non moraliste mais existentiel de certaines mœurs propres à des populations, également européennes, où s'est conservé le sens de la force élémentaire du sexe. La norme est telle qu'aucune femme ne peut fréquenter un homme sinon en présence d'un autre homme, surtout si celui-ci est marié. La règle concerne toutes les femmes parce que le sexe n'a pas d'âge, et la transgresser, même de la façon la plus innocente qui soit, équivaut à avoir péché. Lorsque l'homme et la femme se retrouvent seuls l'un en face de l'autre, on estime que même si des contacts n'interviennent pas entre eux, c'est comme s'ils avaient eu lieu. L'arrière-plan de ces attitudes renvoie précisément au magnétisme élémentaire, au premier degré d'éveil de la force Tsing. Le second degré, déjà plus intense, intervient avec le contact corporel au sens large, des mains serrées, de la caresse jusqu'au baiser et à ses équivalents et développements. Le troisième degré apparaît lorsque l'homme pénètre la femme et est embrassé par le sexe de la femme, ou dans les équivalents de cette situation. Dans l'expérience amoureuse courante, telle est la limite du crescendo magnétique. Mais ce n'est plus la limite, et d'autres stades interviennent encore dans le régime du sexe propre aux formes sacralisées et d'évocation, ou à la magie sexuellement proprement dite. À la magie sexuelle proprement dite. Des changements subtils, concernant surtout le souffle et le sang, accompagnent et sous-tendent ces différents degrés. La corrélation psychique se présente essentiellement comme un état de vibration et d'élévation, donc d'exaltation au sens propre du terme. On peut donc parler d'une magie naturelle de l'amour, comme d'un phénomène hyperphysique absolument positif qui se produit dans la vie même de l'humanité la plus commune, la plus matérialisée ou la plus primitive.
Et si les vues dont il a été question peuvent heurter le psychologue moderne, elles n'en sont pas moins confirmées par la sagesse populaire. Même quand on n'a pas une idée claire du contenu du mot, on reconnaît généralement qu'une attirance entre hommes et femmes ne naît que lorsqu'il y a entre l'un et l'autre quelque chose comme un fluide. Les cas même de désir brutal et immédiat de la femme, nous devons les considérer en fonction d'une espèce de court-circuit et de chute de potentiel de cette relation fluidique non matérielle, en l'absence de laquelle fait aussi défaut tout transport d'un sexe vers l'autre, des formes les plus grossières aux formes les plus sublimées et les plus spiritualisées de ce transport. Et puisque l'on parle couramment aujourd'hui encore du charme d'une femme, il faut rappeler que l'usage de ce terme renvoie, sans qu'on s'en rende compte exactement, à la dimension magique de l'amour. Fascinum, tel a été précisément le terme technique employé dans l'Antiquité pour désigner une espèce d'enchantement ou de sortilège. Une conception de ce genre a d'ailleurs fait partie d'une théorie de l'amour qui fut professée en Occident jusqu'aux alentours de la période de la Renaissance, mais qui fut aussi connue dans d'autres civilisations, et particulièrement en islam. Exposée par Lucrèce et Avicenne, on la retrouve ensuite par exemple chez Marcille Ficin et Della Porta. Ficin dit que l'origine de la fièvre amoureuse réside dans une perturbation et dans une sorte d'infection du sang provoquée de la même façon que le mauvais œil, parce qu'elle se produit essentiellement par le biais de l'œil et du regard. Cela, dès lors qu'on le comprend non sur le plan matériel mais sur le plan subtil, est rigoureusement exact. L'état fluidique, la force Tsing de l'enseignement chinois, s'allume initialement à travers le regard avant de pénétrer dans le sang. À partir de cet instant, l'amant porte en quelque sorte l'aimé dans son propre sang et vice-versa, sans égard pour la distance qui peut éventuellement les séparer. En dehors des théories, cette connaissance est spontanément attestée dans le langage universel des amants. Je t'ai dans le sang, je te sens dans mes veines, le désir de toi brûle dans mes veines, etc. Qui sont des expressions bien connues, très répandues et presque stéréotypées. Elles traduisent un phénomène beaucoup plus important et positif que tous ceux considérés par la sexologie courante. Mais il faut aussi savoir que lorsqu'il était question du sang dans les anciennes traditions, ce mot renvoie presque toujours à une doctrine transphysiologique. L'idée traditionnelle est assez bien exprimée sous la forme suivante, qui pourtant semblera peut-être sibylline au lecteur courant. Nous citons : le sang est le grand agent sympathique de la vie. C'est le moteur de l'imagination. C'est le substratum animé de la lumière magnétique ou de la lumière astrale polarisée dans les êtres vivants. C'est la première incarnation du fluide universel. C'est de la lumière vitale matérialisée. Fin de citation. De nos jours, une théorie magnétique de l'amour a été ébauchée par Mauclerc, qui ignorait les antécédents dont on vient de parler. Mauclerc a remarqué que cette théorie aide à surmonter la vieille opposition du physique et du spirituel, de la chair et de l'âme, opposition qui est effectivement inexistante dans l'expérience érotique, tout se déroulant sur un plan intermédiaire où les deux éléments sont mêlés et se réveillent l'un en fonction de l'autre. Que les sens réveillent l'âme, ou bien que l'âme réveille les sens, cela dépend de la constitution particulière des individus. Mais dans les deux cas, l'état final contient, mêlé, les deux éléments et les transcende en même temps. On peut légitimement parler, pour cette condition intermédiaire, d'un état magnétique, directement ressenti. L'hypothèse magnétique, souligne Mauclerc, est celle qui explique le mieux l'état insolite d'hypersthésie du couple pris par l'amour. Elle montre, selon l'expérience quotidienne, que l'état d'amour n'est ni spirituel, ni charnel, et échappe à toutes les catégories de la morale courante. Mauclerc ajoute que les raisons magnétiques sont les vraies et elles restent secrètes, et parfois ignorées de ceux-là même qu'elles enchaînent, car les êtres qui aiment ne peuvent donner de leur amour des motifs précis.
Un homme n'aime point une femme parce qu'elle est belle, aimante ou intelligente, gracieuse, suggestive d'une forte et exceptionnelle volupté. Ce ne sont là que des explications satisfaisantes à la logique ordinaire. Il aime parce qu'il aime. Et au-delà de cette logique, et c'est ce mystère qui révèle le magnétisme de l'amour. Fin de citation. De son côté, Lolli avait déjà distingué 3 sortes d'amour. L'amour platonique, l'amour sensuel et physique, et l'amour magnétique. Disant que celui-ci tient des 2 premiers, est terriblement puissant, envahit tout le corps de l'homme, bien qu'il réside principalement dans le souffle. Mais en réalité, l'amour magnétique n'est pas un genre particulier d'amour. C'est le fond ultime de tout amour. Ces idées peuvent être aisément intégrées aux enseignements traditionnels exposés plus haut. Elles mettent en lumière un fait qu'il faut dire élémentaire, donc premier, dans son domaine, fait qui n'est plus premier que dans une perspective proprement métaphysique, la structure magnétique de l'éros. Et de même qu'il n'y a pas attirance entre hommes et femmes si un fluide spécial ne s'établit pas, de fait ou potentiellement entre eux, de même l'amour sexuel disparaît lorsque ce magnétisme diminue. Dans ce cas, toutes les tentatives pour continuer une relation amoureuse seront aussi vaines que celles consistant à vouloir mettre en marche une machine quand manque l'énergie motrice, ou pour prendre une image plus proche du symbolisme magnétique, que celles pour tenir réunis un métal et un aimant électromagnétique lorsque le courant créateur du champ magnétique a disparu. Les conditions extérieures peuvent même être inchangées. Jeunesse, prestance des corps, sympathie, affinités intellectuelles, etc. Quand l'état de magnétisme cesse, l'éros et le désir s'affaiblissent irrémédiablement. Et si tout ne s'arrête pas là, s'il y a encore intérêt réciproque, on passera de l'amour au sens propre et complet à des rapports fondés sur l'affection, l'habitude, sur les facteurs sociaux et ainsi de suite. Ce qui représente non une sublimation, mais nous l'avons déjà dit, un succédané, un pis-aller, et au fond, autre chose par rapport à ce qui est conditionné par la polarité élémentaire des sexes. Il est important de souligner que si le phénomène magnétique ou magique ou encore de fascination se produit spontanément chez les amants, il est courant aussi que ces derniers activent, nourrissent et développent intentionnellement cette magie. L'image de Stendhal sur le phénomène de cristallisation dans l'amour est restée très célèbre. De même que les branches nues d'un arbre se couvrent parfois de cristaux dans l'atmosphère saline de la région de Salzbourg, de même le désir de l'amant, se concentrant sur l'image de l'aimé, cristallise autour d'elle comme une auréole composée de toutes sortes de contenus psychiques. Ce qu'il faut appeler fascination magnétique sous l'angle objectif peut être rendu en termes psychologiques par les mots cristallisation, monodéisme ou image obligée. C'est là un élément absolument essentiel dans toute relation amoureuse. La pensée de l'un est plus ou moins obsédée par l'autre, sous une forme de schizophrénie partielle. Du reste, des expressions courantes comme être fou d'amour, aimer à la folie, je suis fou de toi, etc. sont, sans le vouloir, assez significatives. Ce phénomène de concentration mentale, affirme à juste titre Pain, est un fait presque automatique, complètement indépendant de la personnalité et de la volonté. Quiconque tombe amoureux, qu'il soit aboulique ou énergique, sage ou ignorant, pauvre ou riche, oisif ou affairé, sent que sa pensée, à partir d'un certain moment, est littéralement enchaînée à une personne précise, sans échappatoire possible. La concentration est donc un phénomène d'une certaine manière hermétique, massif, uniforme, peu discutable, peu raisonnable, peu modifiable, extrêmement tenace. Or, ce phénomène précisément a pour les amants valeur d'une sorte de baromètre. Le « penses-tu à moi ? Penseras-tu toujours à moi ? As-tu pensé à moi ?» et autres expressions analogues, tout cela appartient au langage courant des amants. En outre, on ne désire pas seulement que ce phénomène se maintienne, on désire qu'il s'intensifie, comme s'il donnait la mesure de l'amour.
et les amants connaissent plusieurs expédients répandus pour nourrir et rendre pratiquement constante la concentration. Le « je pense toujours à toi » correspond au « je t'ai dans le sang » ou dans la peau. Ainsi, inconsciemment, les amants mettent en œuvre une véritable technique qui se greffe sur le fait magique primordial, provoquant un développement de celui-ci, avec comme conséquence les variantes de la cristallisation stendhalienne. Dans son Liber der Arte Amandi, Andrea Capellano avait déjà défini l'amour comme une sorte d'agonie due à une méditation extrême sur une personne de sexe opposé. Un auteur qui, à la différence des auteurs précédemment cités, se professe avec plus ou moins de fondement, spécialiste des sciences magiques et de la Kabbale, Eliphas Lévi, affirme que la rencontre de l'atmosphère magnétique de deux personnes de sexe opposé provoque une condensation de lumière astrale, dont les manifestations sont l'amour et la passion. L'ivresse spéciale occasionnée par la congestion de lumière astrale constituerait la base de la fascination amoureuse. Ces références ont été empruntées aux traditions dont nous avons déjà parlé et peuvent mettre en relief un autre aspect du phénomène considéré ici. À ceci près que la terminologie d'Eliphas Lévi resterait sibylline pour le lecteur moyen si nous n'apportions pas quelques éclaircissements. La congestion de lumière astrale est la contrepartie objective de ce que nous avons appelé exaltation. Lumière astrale est synonyme de lux naturae, expression employée tout spécialement par Paracels. L'akasa de la tradition hindoue, l'Aor de la Kabbale et bien d'autres expressions des enseignements sapientiels ont la même signification. Toutes font allusion au fond hyperphysique de la vie et de la nature, à un éther vital compris comme vie de la vie. Dans les hymnes orphiques, l'éther, âme du monde, d'où vient toute force vitale. Au sujet du terme lux naturae, on peut signaler que l'association de la lumière et de la vie est récurrente dans les enseignements traditionnels des peuples les plus divers et qu'elle réapparaît dans les premiers versets de l'évangile de Jean. Le point qui nous intéresse ici, c'est que cette lumière ne devient à un certain degré objet d'expérience que dans un état de conscience différent de l'état ordinaire de veille, un état correspondant à ce qu'est le rêve pour l'homme commun. Et de même que dans le rêve, l'imagination se donne libre cours, de même toute translation de la conscience causée par une congestion ou ivresse de lumière astrale implique une forme, magique à sa façon, d'imagination. C'est à cet arrière-plan, pour inusité qu'il soit aux yeux de ceux qui ne connaissent que les sciences de type moderne, qu'il faut rapporter les phénomènes envisagés plus haut. C'est cette imagination magnétisée ou exaltation qui agit plus que la pensée chez les amants. Très significative est l'expression anglaise pour désigner le fait de tomber amoureux, to fancy one another, et l'on pourrait en dire autant de cette définition de l'amour due à Chamfort que nous citons. L'amour est le contact de deux épidermes et l'échange de deux fantaisies. Fin de citation. Car elle effleure involontairement quelque chose d'essentiel. En effet, si le contact corporel mène à un degré d'intensité supérieur la force déjà réveillée par la simple polarité sexuelle, l'action des deux imaginations portées par l'exaltation et l'ivresse lucide à un niveau de conscience différent de celui de l'expérience normale de veille, constitue, elle, un facteur capital. C'est notamment là-dessus, on le verra, que repose la magie sexuelle opérative. Ici aussi, le langage courant des amants, à travers des expressions dont on ne voit communément que le côté sentimental, romantique et affadi, est chargé de sens. L'association entre le rêve, le fait de rêver et le fait d'aimer y revient souvent. Husson ne s'est certainement pas rendu compte de la profonde vérité qu'il a touchée en disant que les amants vivent entre le rêve et la mort. Rêve d'amour, je rêve de toi, comme en rêve, et ainsi de suite, sont des topiques courants. L'aspect typiquement rêveur des amoureux est très fréquent lui aussi. La répétition stéréotypée digne d'une revue pour dactylo de ces expressions ne doit pas égarer. Car tout cela a un contenu positif,
objectif. La sensation floue, le pressentiment d'un déplacement du plan de la conscience dû à l'exaltation, déplacement lié dans une mesure plus ou moins grande à l'éros. Ces expressions sont donc autant d'indices interstitiels, non moins que le fait de continuer à utiliser malgré tout des mots comme fluide, charme, enchantement, lorsqu'on parle des relations entre les sexes. Or, il devrait être maintenant bien clair pour chacun que tous ces faits seraient purement extravagants si l'amour n'avait d'autre finalité que biologique.